je commence l'introduction de mon livre par la phrase suivante. L'influence de la pensée de Claude Lévi-Strauss sur l'œuvre de Jacques Lacan n'est plus à démontrer. N'est plus à démontrer. La même phrase est reprise dans la 4e couverture. Cette dénégation, comme toute négation, n'est rien d'autre qu'une négation d'une affirmation. C'est-à-dire, tout reste à démontrer en ce qui concerne cette influence de Lévi-Strauss sur Lacan. Je prétends, c'est à tort, apporter avec ce livre un plus par rapport à ce qui était dit ou écrit auparavant à propos des deux auteurs. Dans ce livre, je ne m'applique pas à raconter ce qui est trop visible dans cette dette de Lacan envers Lévi-Strauss. L'importance des femmes comme objet d'échange, l'importance du mariage dit préférentiel, tout cela est très important, mais ne constitue pas le matériel de mon ouvrage. Pour moi, cela commence en 1987. J'avais 21 ans, j'étais étudiant en médecine, et je lisais à l'époque l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss, en espagnol, à Buenos Aires. Je m'aperçois que quelque chose fait tâche dans un livre censé parler des sciences humaines, à savoir la présence d'une formule, la formule canonique des mythes de Lévi-Strauss. Donc, je parle à mon entourage psychanalytique de l'époque qui trouve mon étonnement justifié. En 1998, j'étais encore jeune, et devant la similarité entre l'analyse des mythes de Claude Lévi-Strauss, de l'anthropologie structurale, relue cette fois-ci en français, mais la formule étant la même, donc continuons à faire tâche. Et donc, devant la similarité entre les procédés de l'analyse des mythes de Claude Lévi-Strauss et la conférence de Lacan intitulée Le mythe individuel névrosé, j'ai décidé d'écrire à Claude Lévi-Strauss pour lui demander que pensait-il de cette similitude. À l'époque, je travaillais dans la Pampa, c'est-à-dire en Picardie. Dans un hôpital psychiatrique avec des locaux vétustes, dans un service qui s'occupait de soigner les prolétariats malheureux victimes de sa maladie mentale, elle-même étant sans doute la résultante de quelques générations consanguines de la précarité et de l'ère déjà post-industrielle. J'étais donc une sorte d'ethnologue venu d'Amérique du Sud pour étudier les populations sans mariage préférentiel, malgré les alliances entre cousins et cousines fréquentes en Picardie. À l'époque, Serge Côté avait suggéré que peut-être Claude Lévi-Strauss, en recevant cette lettre d'un Argentin vivant à Ville, il faut quand même le faire, Argentin vivant à Ville, s'est souvenu de lui-même au Brésil, au même âge. Et donc Claude Lévi-Strauss m'a répondu, il en a échangé plusieurs lettres entre 2000 et 2007, sans compter une conversation téléphonique en 2008, il avait 100 ans. Alors, j'ai écrit un texte publié en 2006, mais écrit à l'époque de la Pampa, Picarde, quelques années auparavant, où j'ai proposé qu'en 1953, dans sa conférence « Les mythes individuels névrosés », Lacan s'était inspiré d'un texte sur les mythes que Claude Lévi-Strauss avait publié en 1955. Ces contrastions chronologiques ne semblaient pas constituer un problème pour moi. Et ce n'est qu'un an plus tard, en 2007, que Jacques-Alain Miller publie la réponse que donne Lacan à Claude Lévi-Strauss quand il assiste à une de ses conférences, le 26 mai 1956, où Lacan reconnaît avoir employé en 1953 le contenu d'un article de Claude Lévi-Strauss datant de 1955. Cela ne lui posait pas beaucoup de problèmes à lui non plus, apparemment. Le mystère est dévoilé par une des lettres de Claude Lévi-Strauss où il m'indique qu'il utilisait la fameuse formule de l'analyse des mythes déjà en 1952 à l'école pratique des études, et qu'il avait sans doute parlé à Lacan de cette formule. Pour finir, ce n'est qu'en novembre 2010 que j'ai eu accès à la VNF, section manuscrits, Fonds Lévi-Strauss, où j'ai trouvé la fameuse formule dans les manuscrits de la chemise appartenant au cours de l'année 1952 de l'école pratique des hautes études.
Sans ce parcours, qui constitue la première partie de mon livre, je postule que ne comprend rien à la construction lacanienne du cas de l'homme rat, pour sa conférence de 1909, et surtout ne comprend pas comment Lacan a pu s'intéresser à Lévi-Strauss, à son œuvre et à ce que l'on nomme le structuralisme. Mais ce n'est pas tout. Le livre publié ici est divisé en deux parties. Une première partie intitulée « Avant la conférence du 26 mai 1956 » et qui correspond à ce que je viens de dire sur l'homme rat, etc. Et une deuxième partie, la plus importante, après la conférence du 26 mai 1956, qui constitue la partie la plus originale de ma contribution, si tant est qu'il s'agit d'une contribution. Cette conférence de Lévi-Strauss de 1956, qui traite sur les rapports symétriques et inversés entre le mythe et le rite, comptait avec la présence parmi les publics de Jacques Lacan. Cette conférence est fondamentale pour Lacan. Elle est fondamentale parce qu'elle permet à Lacan de relativiser ce que Jacques-Claude Milner appelle un hyper-structuralisme lacanien. Vous savez que ça ne va pas de soi que dire que Lacan est structuraliste. Et je vous dis ça, mais non, pas du tout, que cette histoire, absolument pas. Alors, tant qu'à faire, Milner remonte la mise, il dit qu'il est hyper-structuraliste. Pourquoi? Résumons. Parce que la valeur d'un terme dépend de la place qu'il occupe par rapport à d'autres termes. Définition minimale de la structure. La mère est la mère par rapport au père. L'enfant n'est plus le même depuis que le petit frère est né, etc. Par contre, la conférence de Claude Lévi-Strauss de 1956 permettra à Lacan de sortir de son hyperstructuralisme. Autrement dit, désormais, un terme pourra changer de place et rester malgré cela le même. Témoin de ce changement, selon Milner, la théorie des quatre discours, pour ceux qui s'y connaissent, S1 reste S1 même si vous voulez changer de place. Donc, Jean-Claude Milner pense que Lacan sort de son structuralisme en 1970. Je suis du verbe suivre Jean-Claude Milner dans sa définition. J'utilise ces outils, sauf que je me permets de corriger sa datation. Je crois que ce changement opère déjà dans le séminaire de Lacan sur la relation d'objet, année 1957. Et que ce séminaire, non seulement doit tout à Claude Lévi-Strauss, ça va de soi, mais il doit surtout tout à la dite conférence de Claude Lévi-Strauss qui avait eu lieu 5 mois auparavant, comme par hasard. Première conséquence de cette influence, grosse comme une maison, et donc invisible tout comme une maison, c'est l'usage détourné, différent, tordu, que fait Lacan de son schéma L. Désolé pour ceux qui ne le connaissent pas. Un schéma modifié qui n'a rien à voir avec ceux qui avaient utilisé jusqu'à cette date-là. Ce n'est plus le schéma L que l'on connaît. Il suffit d'y s'arrêter pour s'en apercevoir. Autrement dit, Jacques-Alain Miller a publié en 2007 la réponse de Lacan à la conférence de Claude Lévi-Strauss, mais il n'a pas publié la conférence de Claude Lévi-Strauss, pour des raisons des droits d'auteur, évidemment. Mais, si on est sérieux, et pour vraiment comprendre la réponse de Lacan à Lévi-Strauss, il faut lire ce qui provoque cette réponse de Lacan, à savoir la conférence de Claude Lévi-Strauss, et c'est ce que je fais dans mon livre. Je fais bref. Cette nouvelle vie dans l'ordre de Lacan, une nouvelle vie qui doit tout à la conférence en question, passe essentiellement par la notion lévi-straussienne de permutation. Et qu'est-ce que c'est que cette permutation? Eh bien, rien de moins que l'idée selon laquelle un terme peut changer de place et rester pour autant le même. Et on ne comprend rien, c'est mon hypothèse, à Lacan, à partir de 1957, qui n'a pas compris l'impact qu'a sur son enseignement la notion de permutation. Je vais dire qu'on ne comprend rien à ce que Lacan nomme, enfin la genèse de l'idéal du moi, par exemple. Oh, les 3 tomes de l'Édipe, etc. Tout ça ne comprend rien si on ne comprend pas cette idée de permutation. Pour finir, je postule que les conséquences de cette permutation s'étendent jusqu'à 4 discours, de là la validité de diagnostic de Milner. Je dis par là que les 2 mouvements essentiels au fonctionnement des 4 discours, à savoir la progression et la régression, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, constituent le cœur de la démonstration lévi-straussienne à propos des rapports entre les mythes et le rite.
Dernier point, je m'arrête là. Pour finir ces condensés de mon ouvrage, je passe à un autre registre. Je postule aussi que toute l'analyse lacanienne du cas du pétillance, désolé, toujours la séminaire action d'objet, est plus ou moins calquée sur le mythe central de la conférence de Claude-Lévi-Strauss de 1956, à savoir le mythe du garçon enceint. Il s'agit d'un petit garçon qui a des pouvoirs de chaman, de manière innée, alors qu'un vieux sorcier qui voit que le jeune enfant fait fortune, qu'il fait la concurrence, vient le voir pour savoir d'où tient-il ses pouvoirs. Comment ça se fait que l'enfant sait tout ça. Comme il ne sait pas d'où tient ses pouvoirs l'enfant, le vieux sorcier l'encercelle, enfin le dupe, et il tombe enceint. L'enfant, les garçons. Passons en revue, et je finis là, ces points d'analogie entre les deux garçons, les garçons enceints 1956 et le pétillance version Lacan 1957. 1. Le garçon enceint est dans une position impossible d'être un chaman inné, tout puissant. Avant de devenir enceint, l'enfant a tous les pouvoirs. Il est un initié au chamanisme sans l'avoir été lui-même auparavant. Il y a donc une carence d'initiateur. Et de ce fait, c'est un super initié, dit Claude-Lévi-Strauss. Même situation pour le pétillance, dans la lecture lacanienne, puisque Freud ne le présente pas ainsi. Le pétillance est en quelque sorte un super phallus, dans la mesure où il vit, je cite Lacan, une identification parfaite à l'objet de l'amour maternel. Il est identifié au phallus qui manque à la mère, ce qui lui octroie tous les pouvoirs. Deuxième point, les garçons enceints est dupé par les vieux sorciers, mais en réalité, il est dupé par la situation de croire qu'il a tous les pouvoirs, alors qu'en réalité, il ne sait pas lui-même d'où tiennent ces pouvoirs-là. Il est dupé par son omnipuissance. Même situation chez le pétillant, version lacanienne, pas freudienne. Freud ne parle pas de ça. Il est dans une situation leurrante vis-à-vis de la mère, car celle-ci lui fait croire qu'il est tout ce qui lui manque. 3. Le garçon enceints est interrogé par un vieux sorcier avide. Je cite Claude-Lévi-Strauss, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée, les vieux sorciers s'impatientent et lui disent « J'ai tout raconté, il est temps que tu m'apprennes d'où tiennent tes pouvoirs ». De même, nous trouvons pour le pétillant un parallèle avec les questionnements anxieux du père, Lacan dixit. 4. Le garçon enceint se rend compte qu'il est enceint, comme le pétillant s'est embarrassé par son pénis en érection, pour ne pas évoquer le fantôme des grossesses dont Freud parle. Pour finir, 5. Le garçon enceint est sauvé de sa grossesse par les bêtes sauvages qui ouvrent son ventre et mangent son fœtus. Même histoire sur l'interprétation lacanienne et pas du tout freudienne. Pour le pétillant, il est sauvé symboliquement par les plombiers et l'installateur qui percent la baignoire, mais aussi son ventre, et permet ainsi une castration symbolique bénéfique. Je m'arrête là.